le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom, de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale, à chaque mail pour le grand journal François Robans, assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM, à Jacques Mel. Le 6 janvier 2021, des centaines de manifestants pro-Trump envahissaient le Capitole, siège du Congrès, Parlement à Washington. 2 ans après les faits, les autorités poursuivent leur enquête. Voici un reportage à signer RT. Le 6 janvier 2021, une centaine de personnes forcent un cordon de sécurité débordé sur le parvis du Capitole. Pour se retrouver en plein cœur du symbole de la démocratie américaine. Au même moment, les parlementaires américains sont réunis au Congrès pour certifier les votes des grands électeurs et entériner la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle avant d'interrompre leur séance. C'est finalement sous bonne garde qu'ils reprendront peu après 20h. 2 ans plus tard, les investigations se poursuivent. Cette enquête a abouti à l'arrestation de plus de 950 personnes pour leur rôle présumé dans l'assaut. Nous avons obtenu des condamnations pour un large éventail de comportements criminels le 6 janvier, ainsi que dans les jours et les semaines qui ont précédé l'assaut. Notre travail est loin d'être terminé. C'est au travers de ce même communiqué que les autorités américaines en appellent à la population. Le FBI est toujours à la recherche de 350 personnes, dont 250 sont accusées d'agression sur des policiers. Une autre est soupçonnée d'avoir déposé des bombes artisanales aux abords du Capitole la veille de l'assaut. Si les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations, la commission d'enquête parlementaire, composée de 7 démocrates et 2 républicains, a quant à elle rendu ses conclusions le 19 décembre dernier et réclame sans surprise des poursuites pénales à l'encontre de Donald Trump, notamment pour appel à l'insurrection. Dans son compte-rendu final, la commission d'enquête parlementaire avait indiqué que l'ancien président américain, toujours locataire de la Maison-Blanche au moment des faits, était à l'origine des événements du 6 janvier 2021. En assaut, qualifié de coup dur pour la démocratie américaine par les 9 membres de cette commission. Cette foi en notre système est le fondement de la démocratie américaine. Si la foi est brisée, notre démocratie l'est aussi. Donald Trump a brisé cette foi. Il a perdu les élections de 2020 et le savait, mais il a choisi d'essayer de rester en poste grâce à un stratagème à plusieurs volets visant à renverser les résultats et à bloquer le transfert de pouvoir. Une volonté de poursuite fustigée par Donald Trump. Toutes ces histoires visant à me poursuivre sont comme le procès en destitution, une tentative partisane de m'écarter, moi et le Parti républicain, dans la course à la Maison-Blanche. Même si la commission d'enquête parlementaire a sollicité des poursuites, son avis n'est que symbolique. Elle ne peut donc ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre de Donald Trump. L'affaire est désormais entre les mains des autorités judiciaires. Et ce sera au procureur spécial Jack Smith, nommé par le ministère de la Justice, d'intenter ou non, des poursuites à l'encontre de l'ancien président américain. De son côté, Donald Trump a toujours clamé son innocence, allant même jusqu'à refuser de comparaître devant la commission parlementaire, estimant alors bénéficier d'une immunité absolue. Le 45e président des États-Unis pense toujours briguer un second mandat à la Maison-Blanche. En atteste l'annonce le 15 novembre de sa candidature en vue de l'élection présidentielle 2024. En Ukraine, les tirs se poursuivaient ce vendredi autour de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement la veille par Vladimir Poutine. Voici un reportage signé Euronews. Les tirs se poursuivaient ce vendredi autour de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement la veille par Vladimir Poutine.
Moscou a assuré respecter la trêve tout en accusant les troupes ukrainiennes de bombarder des positions russes. De son côté, Kiev a accusé l'armée russe d'avoir frappé à 2 reprises la ville de Kramatorsk. Avant le cessez-le-feu, Denis Pouchiline, le dirigeant de la région séparatiste de Donetsk installée par le Kremlin, avait mis en doute la possibilité d'une trêve, déclarant que ses forces répondraient à toute attaque de l'armée ukrainienne. C'est la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine que Moscou décrète un cessez-le-feu. Annoncé à l'occasion du Noël orthodoxe, cette trêve a été qualifiée de provocation par Kiev, alors que Washington estime que Vladimir Poutine cherche à se donner de l'air. Direction le Tchad. Jeudi soir, le gouvernement tchadien a affirmé avoir déjoué une tentative de déstabilisation par des officiers. Voici un reportage à signer Africa News. Le gouvernement tchadien a confirmé qu'il y a effectivement eu une tentative de coup d'État en décembre. Dans un communiqué rendu public jeudi, N'Djamena a annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Selon les autorités, les services de sécurité ont procédé à partir du 8 décembre à l'arrestation d'11 soldats de l'armée, dont le président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme, Baradine Berdei-Targhio. Le défenseur des droits de l'homme est connu au Tchad notamment pour ses critiques à l'égard du chef de l'État et du régime sur les réseaux sociaux. Lui et les 10 autres personnes interpellées ont été inculpés sous 3 chefs d'accusation, à savoir atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité, a annoncé le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement. Au Mexique, Ovidio Guzmán, fils du baron de la drogue emprisonné aux États-Unis, Joaquín El Chapo. Guzmán a été arrêté jeudi par les autorités mexicaines, a annoncé le secrétaire à la Défense, Luis Crescencio Sandoval. Voici un reportage à signer France 24. Des passagers terrorisés à l'intérieur de cet appareil d'Aéromexico qui vient d'être touché par des impacts de balles. Scène de panique également à l'intérieur de l'aéroport de Culiacán dans l'ouest du Mexique. Des hommes armés y ont pénétré et ont ouvert le feu contre les forces de sécurité. Leur objectif, empêcher 7 avions de décoller. À l'intérieur, leur patron, chef de cartel, arrêté plus tôt dans la journée. Le matin de ce 5 janvier, des membres de l'armée et de la garde nationale mexicaine ont arrêté Ovidio N., le chef présumé de la faction Los Menores lié au cartel du Pacifique. Ovidio Guzmán, dit El Raton, a bel et bien été transféré jusqu'à Mexico. Il n'est autre que le fils de Joaquín El Chapo Guzmán, le plus célèbre des narcotrafiquants mexicains, qui a été extradé en 2017 aux États-Unis où il purge actuellement une peine de prison à vie. Ovidio, lui, a été arrêté jeudi matin dans la ville de Culiacán, fief du cartel de Sinaloa, où tous les commerces et administrations sont restés fermés. Les membres du cartel ont réagi par une explosion de violence dans cette ville, comme dans plusieurs autres endroits de la région. En 2019, une première arrestation d'El Raton avait déjà déclenché de nombreux affrontements, poussant les autorités à le remettre en liberté. Mais cette fois, le président Andrés Manuel López Obrador semble déterminé à tenir bon, alors qu'il accueille lundi prochain son homologue américain Joe Biden, dont le pays a promis des récompenses de 5 millions de dollars pour la capture de chacun des 4 fils d'El Chapo. Dimanche dernier, une attaque contre une prison de la ville frontalière de Ciudad Juárez avait fait 19 morts. Elle avait permis l'évasion d'un autre narcotrafiquant lié au cartel de Sinaloa. Retournant en Ukraine, la France va livrer des chars français à l'Ukraine sur Sud Radio. L'émission a été très animée. Écoutons un extrait de l'émission. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30. La France va livrer des chars de combat légers
à l'Ukraine. Il est 10h53. C'est le président de la République lui-même qui l'a annoncé. La ministre des Affaires étrangères l'a évidemment confirmé. Nous avons le devoir d'aider l'Ukraine à se défendre, répète Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Merci mon ami, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Votre leadership rapproche notre victoire, a-t-il dit dans un message à Emmanuel Macron. Alors pour savoir quels sont ces chars, Pierre de Jong est avec nous, ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de l'armement. Peter de Jong, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce sont des AMX-10 RC. En fait, ce sont deux vieux engins blindés, enfin vieux, pas si jeunes que ça, quoi, si j'ai bien compris. C'est un engin qui est d'une conception des années 80, oui, et qui a été délivré dans les armées françaises, dans les brigades légères ou dans les divisions légères de l'époque, dans les années 90. Donc c'est un engin qui est relativement ancien, mais qui a été, comme on dit, upgradé régulièrement, donc qui a aujourd'hui qui a toutes les capacités, je dirais, tant en tir qu'en mobilité. Oui, ce sont des engins qui ont été par exemple déployés pendant la première guerre du Golfe, en Afghanistan et au Sahel. Oui, c'était l'heure de gloire des CRC, parce que les engins extrêmement rapides sont des 6-6, donc ils ont une mobilité extrêmement intéressante, et dans les pays désertiques, donc Serval particulièrement, et évidemment, et pendant la première guerre du Golfe, mais également en Afghanistan. Oui. Donc c'est un engin qui a été utilisé, je dirais, très régulièrement. Oui, c'est un engin sur roue et non pas sur chenille. Oui, c'était, vous savez, les armées françaises s'allégeaient parce qu'on avait un ennemi entre guillemets asymétrique, et donc les armées françaises n'ont pas abandonné la chenille, mais elles se sont allégées. On avait besoin de mobilité, de vitesse, et donc on a eu beaucoup d'engins, si vous voulez, avec des roues. D'autant que c'est un engin qui est destiné à faire de la reconnaissance et à appuyer des unités d'infanterie qui aujourd'hui sont équipées avec des VAB, des véhicules de l'avant blindés, qu'on a d'ailleurs donné également aux Ukrainiens. Donc il y avait une espèce de cohérence sur roue, ce qui fait qu'il y avait une très forte mobilité, une très forte vitesse. Voilà, c'est une mobilité, c'est la vitesse, et ça tire des obus aussi. Alors c'est un canon de 105 qui tire à 2000 mètres, qui est extrêmement précis, et des obus flèches. Donc c'est un engin qui est extrêmement performant. Alors en même temps il est amphibie, etc. Comme toujours, dans les Françaises, on a toujours des engins un petit peu polyvalents, mais c'est un canon qui est absolument remarquable. C'est un canon de 105 qui tire en gros à 2000 mètres, vous touchez votre cible à tous les coups, quoi. Ah, vous touchez la cible à tous les coups à 2000 mètres. Oui, quasiment. Oui, parce que vous avez des éléments de tir, vous avez des télémètres, etc. Tout ça, c'est extrêmement bien fait. Donc c'est un engin qui ne tire pas en roulant, quand même. C'est pas un Charles Leclerc. Oui. C'est un engin qui est à l'arrêt, si vous voulez, qui est extrêmement performant. Et qu'on ne va plus utiliser dans l'armée française, Père de Jong ? Non, ils sont en train d'être remplacés. Donc je pense qu'ils étaient déjà stockés. Donc si vous voulez, on était sur un autre modèle. On a modernisé avec plus d'informatique, etc. Donc c'est des engins qui sont comme d'une génération ancienne. Et voilà, c'était un extrait de l'émission sur Sud Radio. C'est la fin de la page internationale pour ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation en télé, Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. La couleur du temps pour ce jour à Boston, 37 degrés Fahrenheit, 3 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Journal, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon week-end à tous et à toutes. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.